Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 48 aujourd'hui. Épisode 48 qui peut, je vous préviens, peut sentir un peu le seum quand même, un tout petit peu. Parce que moi, je vous l'avoue, de mon côté, franchement, à titre perso, la défaite d'hier soir face à Lyon, je la digère pas, en tout cas j'ai un peu de mal à la digérer. J'espère que les copains autour de la table vont pouvoir me laisser passer ce petit goût amer. Alors peut-être aussi c'est parce que mon meilleur ami et mon ami d'enfance Nicolas est supporter de l'Olympique Lyonnais, que ça faisait quand même quelques années qu'il n'avait pas le droit de citer et que j'étais très tranquille dans les débats avec lui. Mais là, depuis hier soir, comme par hasard, il l'a fait exprès, il ne m'appelle même pas. Voilà, même pas pour venir me chambrer quoi que ce soit, il me laisse planer comme ça. Et je vous avoue que je suis un peu mal à l'aise. Je l'embrasse, bien évidemment, mais quand même perdre face à l'Olympique Lyonnais avec voilà, j'étais sûr qu'Hendrick allait faire quelque chose. Bref, ça m'énerve. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'il y aurait du seum. Tiens les amis, juste un truc. Je sais pas si vous le savez, ça voilà, c'est plutôt pas mal. On a reçu ça, j'ai reçu ça. Le maillot 85-86, on a eu les anciens pendant la rencontre. J'aimerais juste savoir ce que vous en pensez sur notre live YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne. Ça, c'est la première chose. Et je remercie. Alors c'est vrai, c'est le Paris Saint-Germain qui m'a envoyé. Et le Paris Saint-Germain a compris. Eh oui, je suis le numéro 10. Voilà, Monsieur Safet Suzik, c'est lui qui portait le numéro 10 à cette époque. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot, ce réplica 85-86 ? Je le trouve vraiment, voilà, il est encore un peu coton, tout ça. Ça fait penser au vieux maillot et voilà, ça nous ramène dans des époques qui font du bien, pas comme la défaite d'hier soir face à l'Olympique Lyonnais. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et après vous avoir dit abonnez-vous une nouvelle fois parce que vous allez voir, il y a une personne dans ce studio qui va vous expliquer que les algorithmes, si tu les bouges pas, on peut pas être 90% de nos internautes, de ceux qui nous suivent, qui ne sont pas abonnés. C'est pas possible. Alors faites-le. Et maintenant, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui fait tourner pas les serviettes et qui se met les pieds dans le tapis face à Lyon, score 2-1. Dans un match sans, Paris reste quand même leader mais a grillé complètement un joker en tête du championnat. On débriefe cette rencontre avec le j'aime ou j'aime pas, puis on va se poser des questions, on va se demander tout d'abord si Luis Enrique ne s'est pas trompé dans sa compo face à Lyon. On rappelle qu'il y a eu 6 changements par rapport au match de Liverpool. C'était il y a 6 jours désormais, ce match face à Liverpool. On évoquera la blessure qui inquiète Vitinha, qui est sorti à la 38e minute de jeu. On va parler de l'impossible absence. Il ne peut pas. Viti, si tu nous écoutes, voilà, tu fais un truc avec ta cheville et puis tu serres les dents et on a besoin de toi pour le match du Bayern. Il sera ensuite question de philosophie. La Ligue des Champions est-elle prioritaire sur la Ligue 1 pour le PSG cette saison? Et surtout, est-ce que vous validez l'idée? C'est pas moi qui nous la souffle comme ça, c'est le coach qui nous a proposé de nous débattre, en tout cas là-dessus, c'est lui qui en a parlé lors de la conférence de presse. Enfin, on va parler de PSG Bayern parce que finalement, on a parlé de la qualification face à Liverpool, mais on n'a pas parlé de l'adversaire. Alors on va se poser la question, pour vous, qui est favori de cette double confrontation? Oui, il y a le côté un peu supporter qui parle, mais il y a aussi les faits avec cette équipe du Bayern qui est désormais championne d'Allemagne depuis ce week-end du côté des Allemands. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Romain Bédou, Ilyes Peters et Jonathan Ben Sadoun. Messieurs, bien le bonjour. Salut. Bonjour. Salut à tous. Ah, c'est pas mal, c'est encore un peu en canon, mais c'est pas grave. On va y arriver un de ces jours. Romain du Winamax FC de ici Paris, Île-de-France, Jonathan de canalsupporter.com et enfin Ilyes de 90 minutes. Messieurs, merci d'être avec nous. Il y a des moments, on aime à se retrouver pour parler de bons moments où un Paris Saint-Germain brille, où le PSG nous fait plaisir. Et puis il y a des moments où le Paris Saint-Germain se met les pieds dans le tapis, comme on le disait il y a quelques instants dans les titres, avec cette défaite 2-1 au Parc des Princes hier face à Lyon, but d'Hendrick et de Morera. J'ai d'ailleurs découvert qu'il s'appelait Bastardo Morera. C'est son voilà. Franchement, je viens pas du tout l'agresser. C'est juste j'ai découvert ça hier soir. Petit tour de table sur cette rencontre. Jonathan, goût amer, petit seum aussi comme moi ce matin toujours en travers de la gorge. Un petit peu, mais après, disons que
on peut plus facilement pardonner avec la semaine assez dingue qu'on a vécue du côté d'Anfield. Donc, c'est qu'à moitié une surprise, malheureusement. Est-ce qu'il fallait s'y attendre finalement? Est-ce que toi, Ilyes, en arrivant au stade, tu te dis on va avoir des problèmes du côté du Paris Saint-Germain face à cette équipe de Lyon? Non, s'y attendre, non, mais je pense qu'on va assez rapidement passer à autre chose. Le PSG rejoue dès mercredi face à Nantes. Je pense qu'ils prendront les 3 points et que finalement, cette défaite n'aura pas grande conséquence dans la course au titre. Donc, frustration forcément quelques heures après le match et la défaite, mais pas de colère particulière. Bon, Romain? Non plus. Non Alors, plus. je te dirais pas que je m'y attendais parce que l'OL sans Tolisso, effectivement, c'est pas le meilleur des Olympiques Lyonnais qui en plus n'était pas dans une forme dingue. Mais Une équipe quand même qui était sur 7 matchs en championnat avant le PSG, qui n'avait qu'une seule victoire et qui faisait n'importe quoi. Enfin, c'est pour regarder un peu Lyon cette saison. Mais c'est vrai, mais après c'est le style de défaite qui arrive plusieurs fois dans une saison et c'est souvent les caractéristiques des défaites du PSG sous Lucien Inquiet, c'est des défaites avec un poteau, un penalty raté, un gardien qui fait un très grand match. Voilà, c'est des défaites où le PSG a dominé, plus de 20 tirs encore. Mais voilà, ça arrive, il y a des matchs comme ça que tu perds. Ouais, je suis d'accord. Ça arrive pour le Paris Saint-Germain. Moi, quand même un On peu va y de mal revenir, sur- mais après, on va y revenir. Il y a quand même des trucs à regarder, à mettre dans le moteur. Hein, Oui, voilà. on va pas spoiler tout ce qu'on va dire Parce pendant qu'il l'émission. faut quand même pas être grand clair que de savoir que cette équipe de Lyon, c'est une équipe de sales gosses avec que des gamins de 19 ans qui vont se motiver pour jouer face au Paris Saint-Germain et qui n'en ont strictement rien à foutre de jouer face à Angers. Enfin, Hendrick est quand même complètement dans cet ADN et Moreira aussi. Enfin, tu vois, Non, Moreira, il est bon Moi, depuis j'aime le bien, début moi, de ce la joueur. saison. Moi, Il c'est est un bon joueur depuis que le j'aime début de la saison, il était blessé et quand il est revenu de blessure, depuis, il est toujours bon. Mais tu veux qu'on fasse tous les débats tout de suite là pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu me casses pas mes débats. Allez, on fait un petit tour de table, les amis. On attaque avec toi, Jonathan, sur ton j'aime ou ton j'aime pas, c'est au choix. Eh bien, c'est un j'aime. Et On va un allons-y. petit Bah, peu de soyons positivité, positifs, voilà, mais oui. parce que je sais qu'on va dire beaucoup de j'aime pas, donc autant être un peu positif. Eh ben, j'ai aimé l'entrée de tous les titulaires, ou en tout cas de ceux qui sont vraiment dans la rotation, la vraie rotation entre guillemets de la Ligue des Champions, à savoir l'entrée de Kvara, l'entrée de Dembélé, l'entrée de Warren et même l'entrée de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il est revenu, ça fait 3 mois qu'il est plus joué, tu as l'impression qu'en fait il a loupé une semaine. Je l'ai trouvé vraiment en jambes, disponible, comme Fabien Ruiz. Kvara, je trouve qu'il a du feu dans les jambes, il marque un but magnifique et toutes les différences passent par lui. Et Dembélé a failli nous marquer encore comme Un but à la Dembélé. Un but à la Dembélé, c'est-à-dire voilà, là cette fois-ci c'était une frappe à la Okocha. Pour les anciens, voilà, pleine lucarne. Mais je trouve que c'est quand même, malgré tout, encourageant pour les grosses échéances à venir, parce que tu auras besoin de tes titulaires et de tes meilleurs joueurs à leur meilleure forme. Et là, en l'occurrence, quand je vois Warren rentrer avec le dynamisme qu'on lui connaît, et que je le dis, comme j'ai dit tout à l'heure, les autres joueurs, les autres titulaires à ce niveau-là, je trouve que c'est positif pour la suite et donc pour le match à venir dans 10 jours contre le Bayern. Ouais, mais alors si je fais un parallèle, ça veut dire que les remplaçants ne sont pas prêts, ou en tout cas il y a une telle différence de niveau que faire 6 changements d'un coup, c'est suicidaire. Bah, personnellement, c'est pas tant sur les seconds couteaux que j'ai envie de pointer du doigt, c'est plus sur les titulaires d'Anfield qui ont enchaîné hier. Un à un, on peut les citer, mais Willian Pacho, sur le premier but, il est vraiment, je le trouve naïf. On a été dithyrambique sur lui, à juste titre, toute la semaine dernière et même depuis le début de saison. Hier, c'est pas un naufrage, hein, sa prestation, mais le voir autant en difficulté face à un Hendrick courageux et audacieux qui l'a poussé dans ses retranchements, bah, je tenais à le souligner. Vitinha est sorti sur blessure. Matvei Safonov peut peut-être mieux faire sur les 2 buts. Barcola n'a pas fait grande différence. Donc, Hakimi. N'oublie pas Hakimi. N'oublions pas Achraf Hakimi. Complètement. Hakimi qui... Comme l'a dit lui aussi Eric sur, Rabé-Santana sur notre entraîne, il a dit que c'était Jean-Claude Hakimi, son cousin. Ouais, sur le terrain. C'était sur pas le possible. premier but, son comportement sur Moreira, il est un peu laxiste. Il a laissé beaucoup d'espace dans son dos et ça a porté préjudice à Zabarni qui avait du mal à défendre justement pour couvrir les espaces. Donc prestation compliquée des joueurs qui ont démarré à Anfield et qui ont démarré ce dimanche soir. Je suis pas inquiet pour autant, mais voilà, c'est mon petit j'aime pas du jour. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est assez surprenant. D'un côté, il y a quand même un fossé Entre ceux qui démarrent ouais, et ceux qui démarrent et ceux qui sont dans la rotation Tout à fait. normale. Ouais, mais en fait, il y a un fossé parce que ceux qui démarrent normalement, ils sont extraordinaires en fait.
Donc en fait, je veux bien qu'effectivement, il y a un vrai gap de niveau entre ceux qui ne sont pas dans la première rotation. On a 13 titulaires cette année. C'est les 10 joueurs de champ de la finale de la Ligue des Champions. Tu rajoutes Barcola, tu rajoutes Warren Zaïre-Emery. C'est ces mecs-là, avec le gardien, si c'est Safonov ou Chevalier. C'est ces mecs-là qui sont à rotation première. Et effectivement, derrière, il y a un gap avec Canguilhi, avec Beraldo, avec Lucas Hernandez, avec... Ok, mais parce que les mecs qui doivent remplacer, ils sont extraordinaires. Donc forcément, il n'y a pas le même rendement de Beraldo quand il est au milieu de terrain. Il peut pas faire ce que João Neves il fait. Bah ouais, oui, et on l'a pas appris hier. Lucas Hernandez, c'est pas Nuno Mendes. Ouais, on l'a pas appris hier. C'est Zabarni, même un Marquinhos qui est pas extraordinaire. Il a été très bon contre Liverpool, mais qui sur la saison n'est pas extraordinaire. Zabarni, c'est pas Marquinhos. Oui, bah oui, ok. Mais on peut pas avoir que des joueurs. On a fait des débats. Hakimi, Nuno Mendes, Pacho, c'est peut-être les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Bah ouais, les remplaçants, ils sont pas. On peut pas avoir que des meilleurs joueurs du monde à leur poste et dans la rotation. Mais alors, comment on explique, Jonathan, que même les titulaires, avec 5 jours quand même de battement, il n'y avait pas 3 jours d'écart, avec en plus des horaires aménagés, on a quand même eu les calendriers qui ont été aménagés. Comment se fait-il qu'un Hakimi, effectivement, ne soit que l'ombre de lui-même? Moi, je trouve que même défensivement, le meilleur des 4, c'était Lucas Hernandez. Peut-être même Zabarni. Oui. Oh non, Hernandez quand même. Je trouve pas si nul. Franchement, faut essayer de trouver. C'est pas facile d'en trouver un bon. Non, c'est pas facile d'en trouver un bon. Je t'enfermerai dans une pièce avec Eric Rabès-Matana et vous parlez d'Ilias Zabarni. Je te souhaite bon courage pour avoir. Écoute, aussi, il faut comprendre un truc, c'est que je pense aussi, quand il y a autant de changements, on en parlera un peu après sur le débat de Luis Enrique, même c'est compliqué pour un titulaire d'être aussi fort, pas parce qu'il est avec un joueur qui est un peu moins bon, et un joueur qui est moins bon, c'est dur de pouvoir vraiment exceller quand l'équipe, c'est pas l'équipe au complet. Je pense à un Mayoulou, par exemple. Je pense qu'un Mayoulou, quand on l'a vu contre Chelsea, il fait 2 excellentes entrées, mais parce qu'il est dans le 11 titulaire, que ça roule bien, et il arrive à bien s'incorporer, il arrive à faire ses différences, etc. Là, effectivement, quand derrière Mayoulou, tu as Lucas Beraldo, qui est un milieu de terrain courageux, mais c'est pas son poste, et on le voit, ou même Zabarni encore derrière. Devant, tu as Gonzalo Ramos. Oui, c'est un peu plus dur pour Mayoulou de pouvoir se mettre en avant. Donc, moi, c'est pour ça que je ne serais pas si alarmiste que ça. Je trouve qu'effectivement, c'est presque circonstanciel, parce que tu as vraiment, effectivement, 5 vrais changements, parce que c'est Barcola, mais c'est un quasi titulaire entre Anfield et le Parc. Donc, tu as vraiment 5 changements. Et oui, c'est sûr que quand tu as 5 changements, le PSG ne peut pas autant briller dans le jeu que ce qu'il pouvait le faire à Anfield. D'autant que je trouve, quand tu vois les stats, alors après ce ne sont que des stats, mais quand je vois que le PSG finit derrière à la fin du match avec 3,12 expected goals contre 0,62 pour Lyon, ça montre quand même que tu as eu un PSG qui a aussi manqué beaucoup d'efficacité. Et ça arrive. Les choses n'ont pas tourné en ta faveur, il faut le dire aussi. Quand tu prends 2 buts dans les 20 premières minutes sur 2 percées, que tu rates un penalty, que tu as ton meilleur milieu de terrain qui sort juste avant la mi-temps sur blessure, peut-être que les autres joueurs aussi, quand ils voient Vitinha qui sort sur blessure, ils se disent waouh, il y a le Bayern dans 10 jours, il y a 2-0. Voilà, on va pas non plus se tuer la santé, on a un joker. Donc, je pense qu'il faut remettre tout ça vraiment dans son contexte, quoi. Si vous cherchez des séminaires pendant une semaine de bien-être avec Jonathan Bensadoun, vous allez pouvoir être positif et avoir la positivité. Il a raison. Il a complètement raison. On est en train de se poser la question de pourquoi ceux qui ont démarré à Liverpool n'étaient pas bons quand ils ont démarré contre Lyon, et pourquoi ceux qui n'ont pas démarré, ils ont été bons. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, parce qu'en fait, t'es physiquement et surtout mentalement. Oui. Tu lâches pas le même influx. Ceux qui rentrent, non seulement ils sont plus forts que ceux qu'ils ont remplacés, mais en plus, ils arrivent à la 60e dans un match où en face, ils sont aussi fatigués, donc les différences sont plus faciles à faire. Et puis, ceux qui sont titus, il y a un tel influx qui a été lâché sur le match face à Liverpool que tu arrives face à Lyon. Oui, alors on nous vendre PSG Lyon, c'est une super affiche. Ok, ouais, si vous voulez, mais les joueurs, ils pensent pas du tout à PSG Lyon, au prestige de l'affiche quand ils doivent rentrer sur le terrain là, ce week-end-là. Ils pensent à ce qu'ils ont fait à Liverpool, la redescente que ça génère, et ils pensent à ce qui va se passer dans 10 jours. On en reparlera, mais moi, je trouve que c'est assez dommage le côté clinique de on prend un agenda et on dit alors là, comme j'ai 5 jours, je peux pas jouer ce match-là. Voilà, j'ai un peu de mal sur ce côté. On y revient tout à l'heure. C'est ce qui fait le succès de ce PSG 2024-2025 et 2025-2026. C'est la gestion aussi, comme ça, millimétrée, effectivement, de chaque match. Donc, ça a ses défauts et ses qualités. Et quand
quand rien ne va un peu dans ton sens, bah oui, c'est sûr que là, tu peux pointer du doigt, mais hier, tu as quand même manqué beaucoup de réussite en général. Ah oui, ça c'est vrai, mais malgré tout ce qu'on a pu dire, ils font pas un si mauvais match que ça. Ils ont les expected goals dans leur faveur, ils ont des occasions, ils poussent. Kvaratskhelia, on l'a dit, fait une entrée assez remarquable sur le côté gauche. Il se provoque beaucoup d'occasions, il réduit le score. C'est une soirée qui sentait pas bon pour le PSG dès le début de match, dans laquelle rien n'a tourné en la faveur du PSG. Et la défaite, des matchs comme ça arrive dans une saison, faut pas s'alarmer. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui aura donc une chance de reprendre la main un peu plus d'avance avec un match en retard face à Nantes. Ce sera mercredi, on aura le temps d'en reparler. Juste avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas, Romain? Je sais pas si c'est un j'aime ou un j'aime pas. Ah, vas-y, allez, balance et puis on va voir. Je m'interroge sur la non-présence d'Ibrahim Mbaye dans le groupe ce week-end. Très bien. Qui n'est pas blessé, qui de source n'a pas trop compris pourquoi il n'était pas dans le groupe ce week-end, qui, il faut le rappeler, ne pouvait pas jouer la demi-finale de Youth League parce qu'il a trop joué en Ligue des Champions. Il y a des règles, quand tu as trop joué en Ligue des Champions, tu ne peux pas jouer en Youth League. Donc il n'avait même pas à être concerné par cette demi-finale potentielle avec les jeunes, et qui n'est pas dedans. Voilà, globalement, je ne vais pas vous mentir, avec Ibrahim Mbaye, j'ai l'impression de changer d'avis tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'en début de saison, je me dis non mais en fait... il est trop inhibé, ça marchera pas, il se prend trop la tête. Et puis, finalement, il fait quelques bonnes entrées sur la fin d'année 2025. Il est bon dans un registre très spécial à la CAN avec le Sénégal, où il est un impact player et il est plutôt efficace comme ça. Donc je me dis, là je change plutôt d'avis. Je me dis, entre les bonnes entrées avec le PSG, les bonnes entrées avec le Sénégal, il va revenir de la CAN et il va apporter quelque chose, notamment sur les matchs de Ligue 1 où il y a de la rotation. Et en fait, c'est une deuxième partie de saison anonyme. Ibrahim Mbaye, il a quasiment aucune minute. Il est rentré, hein. Quasiment aucune minute. Et là, il est même pas dans le groupe. Et donc, lui, visiblement, ne comprend pas pourquoi. Il estime que ça a été... Toi, c'est les échos que tu as. Ouais, les échos que j'ai, c'est qu'il estime qu'il a fait ce qu'il fallait cette semaine, sur la semaine d'entraînement. Et il ne comprend pas pourquoi il était pas dans le groupe, sans qu'il en vienne au clash ou autre avec Luis Enrique. Juste, il ne comprend pas pourquoi il n'y était pas. Et voilà, il y a tout un truc autour d'Ibrahim Mbaye qui est un peu spécial, j'ai l'impression. On le sent jamais vraiment pleinement intégré au truc. J'ai pas énormément d'images où je l'ai vu sourire, Ibrahim Mbaye, avec le maillot du Paris Saint-Germain. J'ai en mémoire le match à Metz où il s'échange passe D de Djantou pour Mbaye, et puis passe D de Mbaye pour Djantou. Et donc là, mais sinon, je l'ai jamais senti véritablement. Donc je sais pas si c'est le climat parisien. Parce que c'est un mec qui vient de région parisienne et que ça amène toute une pression qui va avec. La pression quand tu es un joueur formé au Paris Saint-Germain, que tu t'incorpores à l'équipe première, et encore plus peut-être quand tu es un offensif. Voilà, je sais. Il y a un truc un peu bizarre avec Ibrahim Mbaye. Je ne sais pas si ça continuera avec le PSG sur le moyen et sur le long terme. Mais voilà, le fait qu'il soit pas dans le groupe, c'est un truc qui est pas anodin pour moi, parce que mine de rien, il était tout le temps là, et puis Luis Enrique a plutôt tendance à mettre des joueurs, s'ils sont là à chaque fois, il va pas mettre un mec hors groupe sans raison. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Sauf que sur le banc, hier, on s'est retrouvé avec Lucas Chevalier, Marquinhos, Fabien Ruiz, Kanguinli, Pedro Fernandez. On se retrouve avec Warren Zaïre-Emery, Joao Neves, Visca Kvaratskhelia et Dembélé. Enfin, il y a quand même. Il y a pas, par exemple, excuse-moi, il y a pas Renato Marin sur la feuille de match. Exactement. Non. Renato Marin, il est dans le groupe. Exactement. Mais donc en fait, il y a une différence entre être sur la feuille de match et ne même pas être convoqué. Et après, tu vois, tu peux être convoqué, faire le déplacement, venir au stade, etc. Tu fais partie du groupe, quoi. Tu fais partie du groupe de l'équipe première qui est là. Et puis après, il y a des choix de Luis Enrique pour en mettre que 18 sur la feuille. Mais là, il est même pas dans le groupe, quoi. J'allais justement y venir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en Ligue 1, le règlement stipule vraiment qu'il faut 20 joueurs sur la feuille de match, malgré le fait que dans ton groupe, tu peux appeler, en l'occurrence hier, il y avait 21 joueurs officiellement retenus, mais il y en a 20 sur la feuille de match. Renato Marin, il a appelé, mais il n'est pas officiellement sur la feuille de match. Ibrahim Mbaye, il aurait pu, dans ce cas-là, être appelé, mais pas inscrit sur la feuille de match. Donc c'est vraiment que Luis Enrique voulait, je pense, marquer le coup. Et moi, personnellement, des échos que j'ai, c'est exactement ce que tu dis, c'est que c'est quelqu'un d'assez introverti, qui a du mal à se libérer, encore plus depuis son retour de Cannes, alors qu'on aurait pu se dire que la victoire avec le Sénégal et le temps de jeu qu'il avait eu en début de saison avec le Paris Saint-Germain, ça aurait pu le libérer encore plus. Mais c'est quelqu'un qui aurait du mal à vraiment franchir ce cap et à approcher
les joueurs au quotidien au campus. Donc moi non plus, je ne sais pas s'il y a un avenir avec Ibrahim Mbaye. C'est vraiment dommage. Je suis parti voir justement les jeunes hier qui jouaient juste avant nos amis les professionnels au campus, les U19 qui jouaient contre Chartres. Ils ont gagné 7-1. Et je voulais voir si Ibrahim Mbaye jouait ce match avec les jeunes qui revenaient du Youth League qui ne jouaient pas ce match forcément. Il y avait une petite chance qu'on le voit. Il n'était même pas là. Donc non, j'ai aucune idée. Il n'y a même pas voir ses copains en plus. Après, je l'ai pas vu en tribune non plus. Je veux bien ses copains, mais comme il est dans le groupe depuis tellement longtemps maintenant que c'est plus ses copains avec qui il partage le quotidien, les U19. Donc à la limite, voilà, c'est certes des gens qui ont été dans sa promo, même s'il y a peut-être même des mecs qui sont plus vieux que lui en U19. En Mbaye, il a que 17 ans. Et là encore, dire que je m'interroge, ça ne veut pas dire que je condamne complètement le parcours d'Ibrahim Mbaye. Mais au non, PSG, c'est pas ça se trouve, il va être. Je l'ai bien compris comme ça. Mais en fait, il y a un truc. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de poser la question à Luis Enrique hier en conférence de presse avec la défaite, avec la blessure de Vitinha. 6 minutes montre en main. Oui, bien sûr. Mais on pourra éventuellement essayer de le lancer là-dessus dès demain pour la conférence de presse avant Nantes. Après, il y avait énormément de monde en zone mixte du côté du Paris Saint-Germain. Donc il fallait. C'est pour ça que Luis Enrique a été un peu plus court, c'est parce qu'il fallait absolument laisser de la place à tous les autres joueurs qui sont venus s'exprimer. Et donc on a eu énormément de sons de cloche du PSG après cette défaite. Seulement Lucas Beraldo qui est venu parler 2 petites minutes, hein, si j'ai bien calculé mon coup pour Lucas Beraldo. Ilyes, on termine ce tour de table avec toi sur. Alors tu t'es pas dit que tu voulais un GM aussi? J'ai déjà parlé de mon GM. J'ai parlé des titulaires justement. D'accord. D'accord. Ok. Non mais d'accord. On a fait un 1-2. D'accord. Non, c'est bien. Je sais pas. Avant l'émission, il nous a quand même dit qu'il voulait dire un. Ah non. C'est une vanne. Moi j'étais prêt, tu sais. On peut en parler. On peut en parler. Vous savez quoi? Je vais en faire un petit tour de table parce que tout à l'heure, Jonathan a parlé de 1 ou 2 joueurs. Effectivement, on va y revenir dans toutes nos questions. Et oui, sur cette rencontre, on a un garçon. On a vanné en fait un petit peu. On se disait, Gonzalo Ramos, ça peut être un de nos gemmes pour sourire un petit peu parce que ça a été très compliqué pour lui. Encore 3 hier, ce matin dans le journal de l'équipe et dans le 2 dans l'équipe et 3 dans le Parisien. Voilà, comme ça, au moins, ça fait la moyenne avec 2 notes. C'est avec 5. Bref, en tout cas, on va parler de Luis Enrique désormais. Luis Enrique qui hier a pris la décision de faire tourner et donc de se présenter avec 6 joueurs changés par rapport à son effectif du match face à Liverpool. Ça a quand même surpris. C'était mon propos tout à l'heure de vous dire que face au 4e de Ligue 1, quand tu sais qu'en plus le coach le samedi te dit on a 3 gros matchs entre Lyon, Nantes et Angers pour essayer de plier l'affaire en championnat et qu'on n'en parle plus. Et là, on a ce turnover qui arrive au plus mauvais des moments ou pas, on va en parler, mais en tout cas, est-ce que autour de cette table, et je vous pose la question, est-ce que Luis Enrique s'est trompé? Est-ce que on crie au génie les 3/4 du temps avec lui? On dit bien souvent que tout va bien avec Luis Enrique, que tout ce qu'il touche se transforme en or. Est-ce que hier, c'était pas forcément du plomb qui a plombé justement la soirée de Luis Enrique avec tous ces changements, Jonathan? En fait, là, j'ai l'équipe sous les yeux. Honnêtement, j'ai du mal à voir peut-être sur un changement qu'il aurait pu le faire. Sinon, en fait, tout est assez logique dans le fond. Parce que là, j'ai le 11 sous les yeux. Donc, Nuno Mendes est blessé. Donc, tu es obligé de mettre Lucas Hernandez. Donc, ça fait un premier remplaçant. Marquinhos, visiblement, ne joue plus la Ligue 1. Ça fait quand même depuis le mois de février, je crois que c'est depuis le match de Marseille qu'il n'a plus joué la Ligue 1. Donc, Zabarni titulaire. Bon, rien de surprenant. Au milieu de terrain, donc tu as Vitinha qui est titulaire. En attaque, tu as Désiré Doué et Bradley Barcola, donc ils sont quand même 2 potentiels titulaires, voire même 2 titulaires. Alors effectivement, c'est entre les 3, Mayulu, Beraldo, Ramos. Peut-être que effectivement le seul changement que j'aurais pu voir, c'est effectivement peut-être mettre Mayulu en pointe à la place de Ramos en faux neuf et mettre un Lee Kang-in, donc à la place de Gonzalo Ramos, au milieu de terrain. Voilà, c'est le seul effectivement truc. Mais sinon, moi j'aurais un autre truc aussi. Je pense que dans ta rotation, Beraldo au milieu de terrain, ou peut-être Lee Kang-in à la place de Beraldo. En fait, Beraldo au milieu de terrain, pour moi, ne peut prendre le rôle que de Vitinha. Donc en fait, effectivement, tu peux éviter de mettre les 2 en même temps, parce que soit ça dénature Vitinha, soit ça dénature encore plus Beraldo. Hier, Beraldo, je trouve qu'il joue 8, il fait des appels à la Fabien Ruiz côté gauche à se projeter. Enfin, il n'a pas été mis dans la facilité, quoi. Mais la vraie problématique, c'est que d'un côté, on a l'habitude de la 5G.
Et lui, il est plutôt en mode ADSL, quoi. Tout est au ralenti avec ce garçon. On s'était dit. Je suis désolé, ça peut être une idée. Moi, je veux bien le voir face à Angers Bah. ou face à Nantes, mais face à Lyon, avec un Mangala qui a fait la loi au milieu de terrain, il faisait ce qu'il voulait. Je sais pas, hein, Ça, je peut-être suis que je me complètement trompe. d'accord. Sur Beraldo, on avait dit ensemble que il pouvait être une option crédible en numéro 6 devant la défense face à des équipes de deuxième partie de tableau en Ligue 1. Pourquoi pas le mettre numéro 8 face à une équipe qui joue la course à la Ligue des Champions au Parc des Princes, c'est pas lui rendre service non plus. Donc, je suis complètement d'accord avec Romain sur le fait que mettre Vitinha devant la défense et Beraldo, essayer de le projeter au milieu de terrain, compliqué pour lui. Après, je comprends pas non plus pourquoi Dembélé avait besoin de souffler alors que justement il revient bien. Peut-être que le mettre titulaire, le faire jouer 60 minutes hier, c'était pas prendre un grand risque. D'autant plus que, quitte à faire un turnover, pourquoi faire tourner contre Lyon alors que tu as eu 5 jours et pas contre Nantes visiblement dans le match de mercredi à une semaine du Bayern. Plusieurs questions sur cette gestion. Après, Luis Enrique nous a dit que si on ne comprenait pas, alors on ne comprenait rien. Ah Moi, bah, j'ai écoutez, peut-être des bougez réponses. bougez pas. On va avoir un Luis Enrique dans quelques instants. Vous voulez entendre Luis Enrique? Très bien. Luis, c'est à vous. Si vous ne comprenez ça, vous ne comprenez rien. Tu dois jouer 9 matchs en 27 jours. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est la manière que je pense qu'il faut gérer ça, parce que nous sommes et on va chercher à gagner les compétitions. Voilà. Si on comprend pas, c'est qu'on comprend rien. Moi, j'ai peut-être compris. Hein. Ah! Alors, Attention, parce que lui, il a fait des hautes études. Pas nous, mais lui, non, oui. mais c'est pas une question de faire des hautes études, c'est que, enfin, Des hautes études donc de foot. Dembélé, on prend l'exemple de Dembélé. Dembélé, s'il joue ce match-là, s'il joue hier face à Lyon, il joue pas face à Nantes. On est d'accord, il va pas faire 3 matchs en une semaine. Pour Dembélé, c'est trop risqué. Donc s'il joue pas face à Nantes, ça veut dire qu'il faut qu'il joue contre Angers pour récupérer du rythme, mais ça veut dire qu'il joue contre Angers à 2 jours du Bayern. Bon, c'est pas ouf. En fait, si tu le fais pas jouer contre Lyon, tu le fais jouer contre Nantes, tu le fais pas jouer contre Angers, ça fait une semaine. Tu es déjà plus cohérent dans la manière de le gérer. Après, il y a un truc qui, je pense, est fondamental et que je pense qu'en tant que Français, on n'accepte pas, qu'il faut accepter. C'est que Luis Enrique, à part Marseille, il joue toutes les équipes de Ligue 1 de la même manière. Il joue Le Havre, c'est pareil que s'il joue Lyon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je vais mettre une top équipe parce que c'est Lyon en face ». Rien à faire, Luis Enrique. Luis Enrique, il met la top équipe contre Marseille parce que c'est Marseille, parce qu'il y a la rivalité. Et c'est pas un hasard si Marquinhos... J'ai fait un listing, je me suis amusé ce matin à faire un listing des matchs face au top 7 de Ligue 1. Il y a eu 11 matchs face au top 7 de Ligue 1 et à voir qui en jouait le plus. Marquinhos, il a joué 5 matchs sur les 11. Il a démarré 5 matchs sur les 11. Il y a la plupart des joueurs qui sont titulaires dans ce qu'on parlait des 13 là, qui ont joué moins de la moitié des matchs. Je vous donne, hein. Dembélé a joué moins de la moitié des matchs, Mendes a joué moins de la moitié des matchs, Ruiz a joué moins de la moitié des matchs, Doué, Neves, Marquinhos, Hakimi. Tout ça, c'est en dessous de 5 matchs sur 11. À 6, on a Barcola, à 7, on a Gvara, et après, il y a juste Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Pacho qui sont au-dessus. Donc les 3 qui n'ont pas été blessés jouent quand même tous les matchs. Les autres, ils manquent des matchs parce qu'ils sont blessés. Non, pas forcément. Barcola, il a pas manqué non plus un nombre de matchs. Et là, je te parle juste face au top 7. Hein. Juste face au top 7 de Ligue 1. Donc, le fait est que, à part Marseille, qui a un côté un peu spécial de par la rivalité, il joue Angers de la même manière qu'il joue Lyon. Il joue Le Havre de la même manière qu'il joue Monaco. Il joue Metz de la même manière qu'il joue Rennes, Lens, etc. La rotation, tout à l'heure dans ta formulation, tu as dit cette rotation qui arrive contre Lyon. Elle n'arrive pas contre Lyon, la rotation, elle est tout le temps là. Première journée de championnat, le PSG n'a pas d'avance en Ligue 1, qui es un fan etc. de tennis, écoute Romain, toi qui es un fan de tennis, quand tu es sur une balle de break, quand tu peux prendre vraiment l'avantage sur Lens et que tu t'envoies pas Céline Mayoulou qui revient de blessure et Lucas Beraldo qui pas dans est un au match, milieu de terrain. Pas dans un match où tu sais qu'il y a un déséquilibre qui est énorme, si on garde ta métaphore tennis. C'est-à-dire que là, on estime qu'il faudrait que le Paris Saint-Germain ait un joker encore en plus, parce que le Paris Saint-Germain avait 2 jokers. Hein. Il y avait celui qu'ils ont grillé hier, et il y en a encore un face à Nantes qui peut te donner 4 points d'avance sur Lens. On estime qu'il faut que, à partir du moment où le Paris Saint-Germain aurait une avance immense ou serait mathématiquement champion, Luis Enrique ferait de la rotation. Mais non, il le fait depuis le début. Parce que lui, il a l'intime conviction, on peut discuter de ça, il a l'intime conviction qu'en faisant ça... Laisse parler les autres, justement. Oui, non, mais on écoute religieusement. Il a l'intime conviction qu'en faisant ça, il sera quand même champion. Et que à partir du moment où il va pas être invaincu, parce que l'année dernière, il y avait cette petite carotte-là d'être invaincu à la fin de la saison, qu'il ait 35 points d'avance ou 1, c'est pareil.
Le but, c'est d'être champion à la fin. Donc, en fait, il y a une question de rotation logique, globale, où il y a un truc de les 9 matchs en 27 jours, tout ça, la saison très très longue, la double saison, tout ça qui fait que, bah ouais, il fait de la rotation. Et là encore, je me rappelle de l'année dernière, et je finis là-dessus, je suis désolé. L'année dernière, Imaginez-vous que c'était déjà comme ça dans notre mini open space. Ce matin, à 9h30, on était déjà en train de s'embrouiller tous les deux sur ce sujet. L'année dernière, je me rappelle à la fin décembre 2024, donc avant le gros run ou de 2025, où il y avait un enchaînement Salzbourg, Lyon, Monaco, Lens, où on se dit, ah ouais, c'est 4 finales pour le Paris Saint-Germain, il faut mettre l'équipe type à chaque fois. Luis Enrique, il fait tourner contre Lyon, qui était à l'époque la meilleure équipe de France à ce moment-là, la plus en forme en tout cas. Il fait tourner face à Lyon. Il avait fait tourner face à Monaco, il avait fait tourner en Coupe de France face à Lens, parce qu'il fait tourner dans les équipes, face aux équipes françaises. Il estime que de toute manière, il y a une telle marge que même s'il perd des points par-ci par-là, comme hier, là, ça ne mettra pas à mal l'objectif. Je crois que tu as convaincu ton voisin, mais à 1000%. Ah, moi, je suis que d'accord avec Romain. Et en fait, j'ai envie de dire que les chiffres donnent raison à Luis Enrique. Je ne peux pas dire mieux, c'est qu'effectivement, je comprends que ce soit frustrant, je comprends, on peut dire ce qu'on veut, mais ça lui donne raison. Aujourd'hui, effectivement, il a encore un point d'avance avec un match en moins, donc il a quand même un joker. 2 matchs en moins, si tu penses à Lens. Oui, 2 matchs en moins par rapport au reste, mais un match de moins que Lens. Par rapport à Lens, Excusez-moi. Non, mais voilà, par rapport à Lens, effectivement, tu as raison, j'ai la tête à Lens. Donc, voilà, et même hier, encore une fois, je le répète, sur le scénario du match, le scénario, il n'est pas en faveur du Paris Saint-Germain, mais pour le coup, on le voit que force est de constater que tu as eu les occasions, tu as un penalty, s'il rentre, ça change complètement le cours du match et tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et derrière, qu'est-ce qu'on dit? Parce que derrière, on peut toujours dire, parce que évidemment, hier, le scénario ne tombe pas en ta faveur, donc tu tiens ce discours, mais s'il tourne en ta faveur, qu'est-ce que tu dis? Luis Enrique, c'est un génie. Luis Enrique, il a tout compris comment il fallait gérer son groupe. Il a réussi à relancer Gonzalo Ramos qui joue jamais, mais quand il joue, il marque son penalty et il marque. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, on peut pas. Et d'ailleurs, on a déjà fait des débriefs comme ça pendant la saison plein de fois. Exactement. Donc évidemment, et ça sera un des débats, donc je veux pas essayer de, je veux pas spoiler le débat d'après, mais évidemment, Bruno, il faut arrêter d'être naïf 2 secondes. Tous les esprits, l'esprit de tout le monde est tourné vers Munich. Et évidemment, derrière, c'est le pain quotidien, le championnat. Et tu es persuadé, en tout cas, on est persuadé du côté du PSG, et les chiffres le montrent, et l'année dernière et la saison le montrent, qu'en faisant tourner, en mettant tes remplaçants, tu peux être champion. Donc, moi, je trouve qu'on fait un peu du pain rassis et qu'on file ça au canard quand même. Face à Lyon. Mais c'est quoi le pain rassis? Mais parce que je trouve qu'on a gâché. Moi, je trouve que hier soir, c'est un match gâché. Mais dans quel but? Gâché dans quel but? Le but de. Effectivement, on a gâché le dimanche 19 avril. Ouais. Le dimanche 19 avril. Moi j'avais un dimanche, je suis allé au stade, je me suis commenté le match, et si tu veux, j'avais envie de voir. J'avais un problème de ligne en plus, je te raconte. Des problèmes de connexion. Effectivement, le dimanche 19 avril, cette date-là, effectivement, c'est une date gâchée pour le Paris Saint-Germain. Si le prix d'une date gâchée, le dimanche 19 avril, c'est que tu gagnes la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est pas grave, je vais m'en remettre du dimanche 19 avril. Hein. Y a pas... Non mais j'entends Non mais il faut être très pragmatique en fait. Je pense que Luis Enrique, c'est ce qu'il est. Il est d'un pragmatisme. C'est extrêmement cynique. C'est même plus que pragmatique, c'est extrêmement cynique sur le niveau de la Ligue 1. Et on peut peut-être s'interroger sur ça, c'est que je pense que si... Ok, on va aller sur le débat, on y va, parce que je les vois arriver. Donc, je pose la question, je vous le dis, et Ilyes, on va t'entendre. La question était de savoir, est-ce que... Parce qu'il nous l'a dit hier. Question de l'excellent Julien Froment qui est en train de nous écouter dans le studio et qui est en régie, qui est en régie en train de nous écouter. Et la question en fait de Luis Enrique qui a été posée à Luis Enrique, c'était en fait en train de lui dire écoutez, dites-le nous, c'est la Ligue des Champions qui vous intéresse et la Ligue 1 en fait vous en avez presque quasiment strictement rien à faire. Il a dit non, mais après il a joué le coquin en disant mais bon, si tu écoutes bien ma réponse, peut-être que tu verras que je triche, mais peut-être pas. Enfin voilà, c'est que je te mens. Donc la Ligue des Champions, est-ce qu'elle est prioritaire sur la Ligue 1? Est-ce que vous validez cette donc j'en ai un qui valide à ma droite. Ah mais... non, mais pas du tout. Ah on va voir. Attends. Mais pour l'instant, tu laisses ta parole à Ilyes parce qu'ils vous écoutent tous les deux là, les croqueurs de micro. Donc on va laisser parler Ilyes. Non, mais moi je pense que Romain a raison justement sur le turnover. Et... Arrêtez de lui dire qu'il a raison, après il prend une tête comme ça. Mais non, mais il a raison, fondamentalement. Qu'on me le dise ou pas, ma tête elle est déjà énorme. Fondamentalement, il a raison. Pour la soirée d'hier, on est tous un peu déçus de l'affiche à laquelle on a assisté. C'était dommage de voir un match si pauvre de la part du Paris Saint-Germain. Mais les 5 matchs qui restent au Paris Saint-Germain, c'est pas des finales aux yeux de Luis Enrique, c'est des matchs de préparation au match contre Munich. Donc évidemment que
contre Nantes à une semaine, jour pour jour de la réception du Bayern. Là, il va mettre la grosse équipe pour justement gérer les temps de jeu. Il n'est pas dans cette optique de « Ok, ce match-là, je dois le gagner pour prendre 3 points d'avance sur le RC Lens ». Non, c'est plutôt de la gestion de forme des effectifs. En plus, il a des petits problèmes à ce niveau-là avec Nuno Mendes qui est blessé, Fabian Ruiz qui doit gérer pour son retour, Ousmane Dembélé aussi, Marquinhos. Donc, c'est ça les matchs de Ligue 1, c'est ça l'intérêt des matchs de Ligue 1 pour lui et tout est fait pour que les joueurs arrivent au meilleur de leur forme dans une semaine et dans 2 semaines au retour. C'est ça l'enjeu de la fin de saison. Ok, donc la Ligue des Champions et la Ligue 1, on verra. Mais pas du tout. Mais attendez, je vous pose la question. J'aime me faire engueuler en plus. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je rejoins Romain. En fait, Alors ils ont parlé Bon, pendant vas-y, 2 heures. vas-y. Attends, mais pas parce du que tout. on va, tu vas voir. Allez, Et j'attends. Romain, je pense qu'on pense la même chose. Encore une fois, la Ligue 1, c'est pas du tout ça. Il est cynique. Il est d'un pragmatisme, peut-être on n'est pas habitué en France, mais c'est la méthode Luis Enrique qui aujourd'hui a ses succès. Voilà. c'est pas qu'il veut pas gagner la Ligue 1. Bien sûr qu'il veut gagner la Ligue 1. Bien sûr qu'il veut terminer champion à la fin. Mais juste, il y a une différence de croyance entre lui et ceux qui ne comprennent pas cette rotation. C'est que lui, sa croyance, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre la meilleure équipe pour gagner la Ligue 1. Exactement. Donc en fait, il ne va pas mettre la meilleure équipe. Il n'a pas besoin. Mais il a raison. Avec l'équipe à prime, il peut être champion. Lui, c'est son intime conviction. Là encore, on peut débattre. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Etc. On peut débattre dessus. Il te dit, lui, en fait, dans son histoire de... Vous comprendrez ce que je veux dire, etc. Moi, ce que je comprends, c'est je veux gagner les deux. Je le crois quand il dit ça. Mais j'ai pas besoin de mettre la top équipe pour gagner la Ligue 1. Parce que le niveau de la Ligue 1 me permet de pouvoir faire cette rotation-là. Si Luis Enrique, son PSG, jouait en Première Ligue, il alignerait les gros toutes les semaines. Et il te dirait, je veux faire la rotation, je veux faire la gestion. Peut-être qu'on aurait, comme l'année dernière, un Paris Saint-Germain qui pliait les rencontres en première mi-temps et qui, après, à l'heure de jeu, faisait énormément tourner. C'était à peu près ce qui se passait jusqu'au moment où ils ont eu énormément d'avance, où là, il a fait de la rotation comme il a fait toute cette saison. Parce que la saison dernière, c'était quand même le grand truc, c'était d'avoir quand même un 11-12 de départ sur la fin de saison, sur le, oui, mais il a appris. Le dernier sprint. En fait, et là, on n'a pas la même chose. Ilyes, c'est très bizarre. Mais moi, je comprends totalement sa volonté d'avoir, dans une saison tronquée comme celle-là par les blessures, les états de forme différents, je comprends totalement que sa priorité, ce soit d'avoir ces 11, ces 12 titulaires dans le meilleur état possible pour la demi-finale. Je comprends qu'il prépare ses rencontres de Ligue 1 pour ça, dans ce but-là. C'est ça, la grosse échéance. Donc, je comprends même pas qu'on puisse, en vrai, remettre en question son turnover qui est logique, qui est compréhensible, qui est assumé. Maintenant, on verra. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. Je comprends, moi, son turnover. Mais et là encore, dans sa tête, c'est pas au détriment de la Ligue 1. C'est en complément. C'est-à-dire que pour lui, il n'affaiblit, en faisant cette rotation-là, en plus de faire de la gestion physique, pour lui, il n'affaiblit pas ses chances de remporter la Ligue 1 en faisant ça. Si il affaiblissait ses chances et qu'il avait la conscience, là on pourrait dire il fait une vraie priorisation. Là dans sa tête, il n'affaiblit pas ses chances en mettant une équipe à prime. D'ailleurs, Lucas Hernandez, Ilyas Abarni, top 5 du temps de jeu en Ligue 1 dans les joueurs de champ du PSG cette année. Oui. Il le fait depuis le début de la saison. C'est pas un truc qu'il a improvisé là maintenant pour la... Non, il le fait depuis le début. C'est son intime conviction. Maintenant, on peut débattre de ça, de savoir s'il a raison ou s'il a tort. Le fait est que à 5 ou 6 journées de la fin, il est avec 1 point d'avance et un match de marge. Donc, c'est que ça marche. Plus globalement, c'est que ça marche. Alors, peut-être que Lens sera champion. Si Lens est champion, on dira effectivement il s'est planté. Il s'est planté dans toute la gestion de sa saison en Ligue 1. Mais ça date pas de maintenant. Ça date pas de là juste pour savoir le Bayern, de ce qui se passe, etc. Non, c'est un process global depuis le début de la saison. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais le fait est que c'est un truc qui est cohérent dans Luis Enrique et même depuis la fin de saison dernière. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir, mais cette Ligue des Champions, c'est le 28 avril prochain, match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On va en parler dans quelques instants et on va se faire une petite pause là pour tout vous avouer. Et ensuite, derrière, on va évoquer... C'était pas prévu au programme, mais je vais quand même venir vous chercher parce qu'il y a un truc où on n'y est toujours pas, c'est les tireurs de pénalty. Hier encore, Gonzalo Ramos, il a tiré ça comme si c'était Salomon qui prenait le ballon et qui tentait de tirer une frappe face à un gars de 2 mètres dans la cage. Bref, on va y reparler dans quelques instants et on se retrouve pour la suite de cette tribune qui est avec les copains Jonathan, Ilyes et Romain. Tout de suite.
Ici, tous les jours à midi, au taquet, avec Éric Bastien et Valérie Damido. Cette semaine, mes chéris, votre radio ici vous invite au zoo au parc de Beauval. 4 entrées, une nuit. Des pandas, des koalas, des singes, Valérie, il y a 35 000 animaux. Hein. Oh, ça va être magnifique. Pas rien, ça. Au taquet, écoutez tous les jours, ici, dès midi. 100% PSG, la tribune. Retour dans 100% PSG, la tribune, avec Romain Bédouc, avec Ilyes Peters et Jonathan Bensaloun. Je vous rappelle que sur la page et sur... Alors déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube que vous retrouvez sur notre chaîne, c'est 100% PSG, ici, Paris-Île-de-France. Et je veux juste avoir votre avis un peu sur ce maillot 85-86 qui a été remis en place par le Paris Saint-Germain. Alors, je sais qu'il est large, mais c'est pour moi. C'est pour ça, donc il sera... Et d'ailleurs... dedans. Parce que j'avais fait passer un message au Paris Saint-Germain qui est très sympa à chaque Mais fois. en fait, le numéro 10, c'est pour les 10 000 abonnés. C'est ça, ah ouais, il est bon, effectivement. 10 600 abonnés désormais pour notre chaîne. Et voilà, parce qu'il m'est arrivé un coup, c'est qu'un jour, ils m'ont envoyé un L et je leur ai dit, est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, monter d'un petit Upgrader un XL. Voilà, c'est très gentil de votre part, en tout cas, pour cette maillot. Et ce maillot, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez sur les réseaux, sur notre chat et aussi de penser de ce que vous entendez en termes de débat. Les amis, avant de parler de Vitinha, je voudrais quand même parler quelques instants parce que hier soir, pour la 5e fois de la saison, sur 10 tentatives, le Paris Saint-Germain a raté ses pénaltys. Est-ce que là, ça devient... Comment voir en fait ce manque, Jonathan? Comment toi, tu vois? Parce qu'ils s'enchaînent, les tireurs, et Vitinha, Dembélé, Ramos, voilà. Il n'y en a qu'un qui a fait pour l'instant carton plein, ou en tout cas qui en a réussi un, c'est Nuno Mendes. Et j'en ai marre ces trucs de... Moi, j'avais dit ici aussi, ce truc de il faut changer à chaque fois de tireur. Franchement, mettez à chaque fois un tireur. À chaque fois, il devait avoir un tireur et c'est quand même assez insupportable. J'ai l'impression d'à chaque fois changer de tireur. Je trouve que vraiment ça. En fait, ça manque de continuité et on a vu Vitinha, alors effectivement avec ses qualités comme ses défauts, mais à un moment c'est bien de pouvoir poursuivre parce que là, une fois c'est Ramos, une fois c'est Nuno, une fois c'est Doué, donc quand l'un rate, en fait, si on change. C'est du travail, c'est de l'exercice, c'est de l'entraînement, donc voilà. Avec toi pour l'instant. On voit après l'information qui vient de tomber. Vous inquiétez pas, c'est en train de s'affoler. Juste terminons sur les pénaltys. Sur les pénaltys. Ouais, il y a une info qui vient de tomber, mais on en parlera dans quelques secondes. Pour les pénaltys, ça devient un problème hein, quand même. On est à 6 sur 12, 50%, 50% de réussite. Aucun club en Europe, je crois, on a loupé autant. Donc on avait eu quelques éléments d'explication de la part de Luis Enrique, notamment à Nice, quand Nuno Mendes avait tiré, qui nous avait expliqué que en fait, le choix du tireur était établi par Marquinhos, par Vitinha, par les leaders qui étaient sur le terrain. Donc visiblement, hier, on a priorisé Gonzalo Ramos, alors qu'il ne réalisait pas jusque-là une demi-heure de jeu très convaincante. Peut-être qu'il aurait fallu changer de tireur, mais en tout cas, c'est un gros problème parce que ça fait 6 buts en moins que tu aurais pu inscrire dans la saison. Et contre le Bayern, il ne faudra pas rater si tu as un penalty. On a la chance d'avoir un attaquant de renom, ou en tout cas un numéro 10 aussi, qui a fait sa carrière en district et en région. C'est vrai que j'ai gagné un nombre de concours de penalty quand j'étais en 8. Ah bah voilà, et bah voilà. Tu vois, c'est pour ça que je viens de chercher sur les penalties. J'y comprends rien. Comprends rien, moi. Je vous avoue que j'y comprends pas dans le système de. À la limite, changer les tireurs. Vitinha en a raté beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est au moins plus de 2. Dembélé en a raté beaucoup. Il y a des joueurs qui ont eu des prestations sur penalty indécentes. Je pense à Barcola contre l'Atalanta. Je pense à Doué contre Rennes. Nuno Mendes l'a mis. Gonzalo Ramos, jusque-là, tirait super bien les pénaltys. Ça ne m'a pas choqué que Gonzalo Ramos soit celui qui s'élance pour. Maintenant, je comprends pas. C'est aussi un exercice technique, c'est de la concentration. Peut-être que c'est une addition de. Pour moi, je pense que c'est une addition de cas qui en feront pas une généralité. Le fait est qu'effectivement, on a beaucoup de pénaltys qui sont ratés, mais je sais pas s'il y a un lien entre tous les ratés de pénalty. Donc voilà, après il y a Nuno Mendes qui en a mis et qui est un bon tireur, mais jusque-là Gonzalo Ramos c'est un super tireur aussi, et paradoxalement dès qu'on fait une séance de tir au but on est monstrueux, donc c'est ça qui est fou. Moi ce qui m'a juste un peu choqué dans ce penalty, après on termine là-dessus, Jonathan, c'est que franchement face à une grande saucisse de 2 mètres,
tu mets pas une cartouche à mi-hauteur, ou sous la barre, mais fais quelque chose. Mais les cartouches à mi-hauteur, il les a déjà mises, Gonzalo Ramos. Mais je sais donc c'est bien, juste qu'il a mal tiré. Mais c'est quoi? Oui, alors, moi je trouve que c'est mental alors. Ça veut dire qu'on n'aborde pas l'exercice de la meilleure des manières. L'échec entraîne l'échec en fait. À force de se dire, c'est vrai qu'on n'est pas en réussite sur les pénaltys, faut pas que je le rate parce qu'après, je vais pas tirer le prochain individuellement, collectivement. Ça te fait trop penser justement au moment de tirer, ça te fait trop poser de questions et ça pourrait expliquer dans un sens tous les échecs du Paris Saint-Germain sur cet exercice. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui va devoir se remettre la tête à l'endroit justement pour les tirs au but, parce que c'est vrai que c'est un peu, enfin sur les pénaltys en tout cas, parce que c'est vrai que le PSG aurait pu revenir à 2-1 avant la fin de la première mi-temps et on aurait peut-être vu un tout autre match dans cette rencontre face à Lyon qui a quand même énormément défendu. Grosse 20 premières minutes des Lyonnais, mais après derrière, ils ont quand même défendu en bloc bas et ont tenté de contrer ce que l'on entend et ils ont eu des sacrées occasions. Les 5 occasions qu'ils ont eues sont quand même plutôt belles. 2 vont au fond, 3 partent sur le côté. Les amis, il va être temps d'aborder le dossier Vitinha dans cette tribune. L'impossible absence. Pourquoi ce titre? Parce qu'on le rappelle, Vitinha est sorti à la 38e, 37e minute de jeu et pour nous en parler, on va recevoir un spécialiste de Vitinha. Non, c'est un spécialiste du Paris Saint-Germain et du foot à Radio France. C'est notre copain Julien Froment qui nous écoute depuis tout à l'heure en régie. Et là, tout d'un coup... Blessure de talon, quoi. C'est ça, effectivement. Et donc, en fait, il y a eu un petit affolement. Vous l'avez peut-être vu, on se parlait, voilà, je parlais à la régie, on était en train de discuter parce que c'est tombé pour Vitinha, Julien, et donc ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus et de débattre. Je t'avoue que là, j'ai pas tout compris ce que vous m'avez raconté dans les ordres, donc je ne sais pas. Eh bien, il a une inflammation au talon droit. Il est mis au formol toute la semaine. Donc, pas de match contre Nantes, pas de match contre Angers. Une réévaluation sera faite à la fin de la semaine. Ça pue pour l'aller. Bon, c'est suite à la suite du coup reçu avec Hendrick là, sur le deuxième but lyonnais. Voilà, il faut voir qu'est-ce qu'ils entendent par inflammation. Est-ce que c'est juste une douleur et il y a moyen que ça se résorbe d'ici une semaine. Mais c'est vrai que vu la prudence du Paris Saint-Germain dans le court texte qui a été envoyé par le service de communication, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de s'inquiéter un petit peu sur la présence de Vitinha pour la demi-finale aller. Ça sent pas bon quand même, Ilyes, là, cette histoire. Ça sent pas bon, mais on nous dit quand même que c'est le talon, alors que j'avais le sentiment que ce qu'on avait vu hier, notamment sur sa chute après le duel contre Hendrick, que c'était plutôt la cheville. Donc l'hypothèse d'une entorse, c'est un peu ébruité. Je trouve ça même finalement peut-être un peu rassurant. Évidemment, c'est très mauvais signe pour la demi-finale aller, mais si un nouveau point sera fait en fin de semaine, on peut se dire que son retour sera peut-être plus prématuré que ce qu'on pouvait imaginer hier soir. Maintenant, on attend la fin de semaine. Oui. Moi, c'était plutôt l'inverse, en fait, puisque justement, sur le contact avec Hendrick, j'avais plutôt l'impression que c'était la zone talon-tendon d'Achille. Ça me faisait flipper la manière dont... Parce qu'il n'y a pas de torsion, on voit pas la cheville qui tourne ou un truc dans ce genre-là. Et quand il y a eu les rumeurs justement sur la cheville, je m'étais dit, ouf, si c'est que la cheville, entre guillemets, c'est que c'est pas grave. Enfin, on a la blessure de Ekitike qui nous a aussi un peu traumatisé là sur la dernière semaine. Donc heureusement, ce n'est pas que ça. Maintenant, le talon, c'est un truc où quand t'as mal, quoi. Il n'y a pas une petite inflammation. Tu joues pas. C'est pas un endroit où tu mets des infiltrations. C'est pas un endroit où tu peux compenser avec des anti-inflammatoires ta blessure. C'est si t'as mal, tu peux pas jouer. Donc pour moi, je suis pas médecin. Pas comme Julien en tout cas. Mais Julien a fait des études. Hein. Mais pour moi, ça pue pour le match aller. Tu rates la Nantes, tu rates Angers. Je pense que le minimum, le meilleur des scénarios, c'est Vitinha qui démarre sur le banc face à Munich. Mais après, ça se trouve, c'est juste un petit coup et puis ça va aller. Hein. Jonathan, quand il est sorti, on était tous en train de trembler. Là, ça tombe. Le PSG qui dit on réévalue ça après les 2 prochains matchs. Bon. Il a mis du temps à sortir. Hein. Entre le but et la sortie, il se passe au moins un quart d'heure. Hein. Il se passe 20 minutes. Il se blesse à la 18e minute sur le deuxième but de Lyon et il sort à la 39e. Mais on peut pas s'en passer de Vitinha. Franchement, c'est une catastrophe si on n'a pas sur le match aller. Surtout que face au Bayern, où ils vont te mettre une pression de dingue, il faut un mec qui soit capable de pouvoir sortir de ça, ballon au pied, d'un pressing, le pressing du Bayern. D'autant que, en plus, pour jouer en transition rapide, ça peut être intéressant. On l'a vu, il y a des espaces. Tu as vraiment besoin d'un joueur du profil de Vitinha. Donc, évidemment,
effectivement, tu as besoin de lui. Et bon, moi, après, je sais pas, c'est peut-être aujourd'hui, je suis de bonne humeur, mais je suis pas aussi inquiet que vous en soi. Une inflammation, bon, c'est effectivement, c'est du repos. Et oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Paris, quelle que soit la nature du communiqué, n'allait prendre absolument aucun risque, vu en plus toute la partie le débat qu'on vient d'avoir, avec Vitinha pour justement l'avoir à 100%, ou du moins sur le terrain contre le Bayern. Donc, je ne suis pas tant surpris que ça pour le coup. Et je pense qu'effectivement, après, je ne suis pas médecin, donc j'en sais rien, je me base sur ce que je vois. Une inflammation, bon, c'est une semaine de repos, visiblement c'est ce qui va être, et peut-être de retour dans une semaine, quoi. Enfin, je suis pas si inquiet que ça, moi, quand je vois la nature du communiqué. Après les communiqués du PSG, voilà, c'est toujours Fabien Ruiz, il a une douleur au genou pendant 3 mois, alors que c'était un petit bobo à la base, donc ça a duré 3 mois, donc faut faire attention. Ça, des communiqués sur le communiqué médicaux du PSG, c'est toujours très très vague. J'ai l'impression qu'on sait encore moins ce qui se passe après avoir lu le communiqué qu'avant de l'avoir reçu. Tu sais que je préférerais qu'il fasse encore comme ça se fait dans le sport américain. Je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, dans le sport américain, où tu dis blessure haut du corps et bas du corps, et on arrête, parce que franchement, il y a des moments où tu as envie de leur dire mais ne le mettez pas, en fait, ne le dites pas, ça sera beaucoup plus simple. Partir à Munich, face à Munich, sans Vitinha à 100%, c'est quand même la tuile XXL. Oui, quand tu vois les remplaçants. Alors après, Beraldo, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un mauvais match hier, mais bon, c'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout. Là, on parle quand même d'un mec qui est 3e au Ballon d'Or, quoi. Enfin, c'est ça, Vitinha. C'est l'un des joueurs les plus utilisés cette saison avec Warren Zaïre-Emery. Tu le remplaces pas comme ça. Bonne nouvelle quand même du côté du PSG, c'est que tu as Joao Neves pour le moment qui est tranquillement en claquette chaussette sur le banc de touche, et donc qui va être bien frais pour jouer face au Bayern. Tu as un Fabian Ruiz, qui n'a pas encore le rythme, mais qui a 2 matchs pour se remettre un petit peu en jambes. Tu as Warren qui est là. T'es pas non plus à poil. T'es pas à poil, mais c'est sûr que si on t'enlève Vitinha quand même de l'entrejeu, c'est quand même une perte qui est très très importante pour le PSG. Après, comme l'ont dit les copains, tu as une semaine pour qu'il se repose, qu'il mette son talon dans des bains de glace, et que le staff médical Saint-Germain fasse le boulot pour qu'il soit d'équerre pour le match du 28. Yes. Non, c'est vrai que dans tout ce marasme, le retour de Fabien Ruiz, il tombe quand même bien. Parce que là, tu peux éventuellement compter sur lui. Il tombe vraiment même au meilleur moment. On est à 10 jours de la manche aller contre le Paris Saint-Germain. Donc tu peux l'envisager comme titulaire avec un peu de rythme. Là, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je pense que le trio qui sera aligné, ce sera Fabien Ruiz, Joao Neves et Zaïre-Emery. Heureusement que l'Espagnol revient. Effectivement. À voir aussi dans quel rôle, parce que sur le peu de matchs que Vitinha a raté depuis le début de la saison, dernièrement, c'est Warren plutôt qui jouait en point de basse. À voir si ça sera lui. Moi, je pense été très bon d'ailleurs, Warren. Oui, il a déjà été bon. Maintenant, en Ligue 1 et avec le pressing du Bayern, je pense que c'est pas la même opposition, et que forcément, t'as pas la même facilité à pouvoir te sortir d'un pressing. Moi, je pense qu'on a le potentiel meilleur milieu de terrain du monde dans pas longtemps. Donc, Joao Neves, il peut. En fait, Joao Neves, pour qu'il devienne le meilleur des meilleurs, il lui manque juste l'aspect Vitinha, l'aspect gestion du tempo. Il n'a pas encore ça, Joao Neves. Il a beaucoup plus d'intensité de récupération de balle. Il a un jeu aérien qui est extraordinaire. Il sait jouer dans les petits espaces. Il arrive à dribbler. Il peut jouer long parfois aussi. Il marque de manière spectaculaire. Mais il n'a pas encore la gestion du tempo. Je me disais, moi, que dans 2-3 ans, formé par Vitinha et sous la houlette de Luis Enrique, Joao Neves pouvait un jour devenir ce genre de joueur-là. Il va falloir que la formation soit un peu plus accélérée. Une formation accélérée. Mais il en a les capacités. C'est un joueur extraordinaire. Donc Joao Neves, point de basse, avec Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz au-dessus de lui, moi, c'est pas un truc qui me choque. 43 matchs pour Vitinha depuis le début de saison. Et, Vitinha aussi, qui avait, il n'y a pas très longtemps en conférence de presse, qui avait dit oui, je me suis pas encore blessé cette saison, j'ai un peu de chance par rapport à ça. Donc là, ça tombe vraiment mal. Le Mektoub. C'est ça. Ouais. Attends, quand est-ce qu'il nous l'a... Juste avant Liverpool. Le match aller Liverpool. On lui avait posé la question dans cette saison où tous les joueurs de l'effectif quasiment ont eu au moins une blessure. On lui avait demandé toi, t'as pas eu de blessure, comment ça se fait? C'est une question de génétique. À un moment donné, il parle de génétique. Il dit on récupère bien, on fait de la physio, de la cryo, de la nutrition. Et 3 semaines plus tard, mais après là, la génétique, elle s'appelle Hendrik aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est pas non plus. Voilà, tu vois. Hendrik l'a quand même bien aidé. Monsieur Brizard, comme d'habitude, ne protège jamais rien. Non, il n'y a pas faute. Non, mais après, c'est foot, il y a des contacts, tu vois. Mais bon,
il s'est pas mal réceptionné tout seul, quoi, tu vois. Non, c'est un sport de contact, le foot. Ouais, bien sûr, donc bien sûr. ça peut arriver. Hendrik, tu sais quoi? Il aurait mérité une énorme. Franchement, Rabé aurait été sur le terrain. Eric Rabé était sur le terrain. Il prenait une gifle. En fait, en gros, vous ne l'avez pas vu, mais en fait, il a applaudi Vitinha en train de sortir. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il le fout droit, c'est lui qui le blesse. Et là, j'avais Eric Rabé sur à côté. Il me fait: je suis sur le terrain. Je le dégomme, il finit pas le match. J'étais là, calme-toi. Mais je sais pas si tu as vu l'image à la fin de la rencontre. Les joueurs se saluent, etc. Et Hendrik applaudit Luis Enrique, veut aller lui serrer la main. Et Enrique file tout droit et il salue le joueur juste après. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Voilà. Le rapport au Paris Saint-Germain. Alors Hendrik. Ah bah non, je pense que là, non. À Kliouch, je veux bien, par contre. J'ai encore revu son match hier face à Auxerre. Bon, bref, c'était autre chose. Excusez-moi, je fais mes courses. Oui. Non, par contre, ce qu'on a brièvement cité et sur lequel on devrait peut-être insister, c'est qu'il a demandé de sortir immédiatement après le choc et qu'il est quand même sorti 20 minutes plus tard, quoi. Donc quand on a eu l'exemple de, j'exagère le trait, mais quand on a eu l'exemple de Quentin Djantou en décembre qui devait sortir à la mi-temps et qui a insisté pour rester, là c'est un peu différent parce que c'est Luis Enrique sans doute qui a pris la décision de ne pas sortir Vitinha tout de suite. Mais ce serait dommage que la blessure s'aggrave et que la durée d'indisponibilité prenne encore plus de temps à cause de ces 20 minutes-là passées sur le terrain, quoi. Après, Warren Zaïre-Emery est parti direct à l'échauffement. À partir du moment où il y a eu le choc, il était à l'échauffement. Il y a eu réflexion, quoi. Et voilà, après, peut-être que si Vitinha, dans un premier temps, il a estimé qu'il avait des sensations qui allaient, il était à chaud encore, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça a mis un peu de temps à effectuer sa sortie, quoi. Jonathan, encore plus de détails, parce qu'effectivement, j'avais bien observé ça aussi, c'est que même Luis Enrique à un moment rappelle Warren, mais pour qu'il se pose sur le banc, comme si l'affaire était réglée. Et finalement, après, c'est 5 minutes après, où vraiment Vitinha dit non, je peux plus continuer. Donc en soi, en fait, c'est Vitinha qui a dû rassurer dans un premier temps le banc en disant c'est bon, je peux continuer. Et finalement, voilà, parce que c'est très étrange, parce que en fait, quand il courait normalement, et quand il s'arrêtait, il boitillait. Donc, c'est pour ça que moi j'étais un peu perdu quand je voyais. Très bizarre, c'est très bizarre ce moment-là. Il a demandé le changement, et dans la foulée, il fait des transversales de 40 mètres, il fait des sprints, il court normalement, et finalement il sort. Donc, après, il n'est pas sorti, il fallait absolument mettre tous les titulaires et les garder sur le terrain, en fait, parce que c'était quand même Lyon en face. Ce type a un mauvais fond. Comment j'arrive à le supporter? Non, mais je sais pas. On dit que Vitinha, il ne faut pas prendre de risques, que tout ça. Et puis en même temps, quand on met les titulaires sur le banc, on dit bah ouais, mais il y a trop de rotation. Et on a perdu face à Lyon, c'est super. Et on a perdu en plus Vitinha. Juste, puisqu'on parlait quelques instants de Fabien Ruiz, le côté accéléré pour Fabien, il a mis 3 mois pour se remettre de son genou, donc on doit être bien. Juste Fabien Ruiz, on en a parlé au tout début de l'émission. Jonathan, tu disais que tu avais bien aimé son entrée. Est-ce que Fabien Ruiz peut, en tout cas, être prêt pour le match du Bayern? Est-ce que 2 matchs face à Nantes et Angers peuvent permettre à un joueur d'être à peu près disponible pour une confrontation comme face à Munich mardi prochain? L'avantage du jeu de Fabien Ruiz, c'est que c'est pas un jeu qui nécessite une intensité extrême. C'est-à-dire que tu me demandes de Dembélé. Dembélé a besoin de rythme parce que il s'adapte au match et il a besoin d'être au-dessus du rythme du match pour pouvoir créer des différences. Barcola aussi, un petit peu. Même si Barcola, à chaque fois qu'il revient de blessure, j'ai l'impression qu'il revient de la même manière qu'il l'a quitté. Fabien Ruiz, il y a un truc de tranquille, papa. C'est moi, de toute façon, qui dicte le tempo de la rencontre avec Vitinha, qui fait que, en gros, je le vois moins en difficulté physique dans le rythme qu'il peut amener sur une rencontre. Donc, en ça, j'ai plutôt l'impression que il pourra. D'ailleurs, Jonathan parlait de son entrée. Moi, il y a encore des trucs. Le pied n'est pas encore complètement réglé sur certains centres, etc. Mais dans le rythme du match et dans la manière dont il a amené sa patte et dans ses relais, j'ai trouvé que, comme s'il était comme s'il avait joué en fait pendant ces 3 mois-là. Donc, je pense que son jeu fait que ça sera beaucoup plus facile de le réincorporer dans un but du match contre le Bayern. De toute façon, à mon sens. Il n'a pas le choix en fait, parce qu'on a parlé en début d'émission du gap qu'il y avait entre les 11, 12, 13 joueurs qui sont dans la première rotation et le reste. Là, avec l'absence de Vitinha, si tu n'as pas un Fabien Ruiz, qui on va mettre quoi? Quand Guinli, son entrée hier, elle est pas bonne du tout. Seny Mayoulou, il ne peut pas postuler à une place de titulaire. Donc moi, je pense que son entrée hier et 2 matchs
plus ou moins géré avec son temps de jeu face à Nantes et face à Angers la semaine prochaine, c'est idéal, mais on a vraiment besoin de Fabien Ruiz côté PSG. Ouais. En tout cas, c'est l'information. Donc, Vitinha, inflammation au tendon. Au talon. Et il est donc absent pour les 2 prochains matchs face à Nantes et Angers. Et on fera un point du côté du Paris Saint-Germain pour faire la suite et savoir la suite du programme pour Vitinha. C'est vraiment au pire des moments quand même que d'avoir une blessure comme ça à 8 jours, 6 jours du match face au Bayern Munich. Tu restes avec nous pour le dernier débat ou tu Oui, avec plaisir, allez, bien ici. Voilà, désolé, on incorpore notre copain Julien Froment du service des sports de Radio France. Juste, puisqu'on n'en a pas parlé en fait, puisque mardi et mercredi, on a fait une tribune en parlant de la qualification face à Liverpool, donc ça n'a pas de problème, mais on n'avait pas le nom du qualifié. On se posait la question, est-ce que ça va être d'un côté le Bayern ou est-ce que ça va être le Real du Kicks? Eh bien, c'est le Bayern qui est passé. Je ne pensais pas qu'il y aurait ce score de 4-3, match un peu improbable. Bon, après, Neuer avait décidé de faire de la pendant quelques minutes, histoire d'eux, sur ses premières prises de balles. Les amis, votre favori? Alors, pourquoi je pars sur le favori? Vous l'avez entendu, Luis Enrique qui demande à Nicolas Paillard. Il n'y a pas de favori. Voilà. Ah, on est favori maintenant. Alors que quand Chelsea, on n'était pas. Bon, bref, il commence à s'énerver. On fait très mal. En plus, c'est pas bien de faire l'accent. Les Daniel Leclerc, là, on se calme. C'est ça. Depuis que Julien Froment lui a posé la question. C'est pas une imitation d'accent, c'est une imitation de. Il a une voix un peu rocailleuse comme ça. C'est ça. Il n'y a pas de favori. Les amis, y a-t-il un favori? Oui, le Bayern. Oui. Bah non, pourquoi? Pour moi c'est du 50-50, c'est les deux meilleures équipes d'Europe, j'ai envie de dire. Le Bayern effectivement fait une saison incroyable, mais le Paris Saint-Germain fait aussi une excellente saison en Ligue des Champions. C'est le champion d'Europe en titre, avec cette expérience-là, et on se souvient aussi de leur match en Coupe du Monde des clubs, même si ce n'est que la Coupe du Monde des clubs, mais ça a été un super match de football, remporté par le PSG, et même le match au Parc de cette année, où il y avait pas mal d'absents du côté du PSG, il y a eu un match très serré. Pour moi, c'est du 50-50. C'est juste les 2 meilleures équipes. Tout le monde le dit, en tout cas. C'est ce qui se dit partout en Europe. C'est la finale avant l'heure. Donc moi, quand je vois c'est la finale avant l'heure, moi, je vois du 50-50 et que le meilleur gagne presque. Honnêtement, moi, j'ai cette vision-là, quoi. Pour moi, c'était du 50-50 jusqu'à la blessure de Vitinha. Tout simplement. On passe à... Bon, c'est très léger, hein, mais pour moi, on passe à 55-45 en faveur du Bayern. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, et ça donne pour moi un avantage au Bayern dans la double confrontation. Julien, pour toi, tu y es allé direct, tu as dit le Bayern. Je pense quand même que sur la dynamique, le Bayern... Après, le match face au Real donne quand même plus d'espoir au PSG, parce que le Bayern, qu'on pensait beaucoup plus étanche défensivement, a fait quand même des erreurs défensives manifestes avec Neuer qui, au match aller contre le Real a été vraiment exceptionnel. Au retour, il y avait de quoi dire. Et même du côté du Upamecano et Jonathan Tah, c'était pas foufou. Mais c'est vrai que le PSG avec ou sans Vitinha, un PSG qui a récupéré Nuno Mendes, mais il a les adducteurs qui couinent, donc ou les ischios, donc c'est pas la même limonade non plus. Voilà, je pense que pour le coup cette année le Bayern quand même a toute petite avance sur le PSG, mais après là on parle, oui en effet, je suis d'accord avec toi Jonathan, on parle des 2 équipes qui ont été les meilleures et de loin cette saison en Ligue des Champions. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Tout de suite, Romain Bédou qui va y aller. Il est chaud, il attend, il est là. Non, pour moi, il n'y a pas plus 50-50 que cette affiche-là. Impossible. Parce qu'à chaque fois que je trouve un argument pour une équipe, je trouve le contre-argument chez l'autre. Le Bayern joue le match retour à l'extérieur. C'est un argument pour le Bayern soit favori. Le PSG, c'est 8 victoires en 10 matchs à l'extérieur sur les matchs à élimination directe de Ligue des Champions. Bon. Ok. Le Bayern a des errances défensives. Oui, ok. Le Paris Saint-Germain en a aussi. Le Paris Saint-Germain a un moins bon gardien que le Bayern, même si Safonov a fait une très bonne double confrontation contre Liverpool. À chaque fois, il y a un truc. Vitinha se blesse. Ouais, Gnabry s'est blessé aussi ce week-end. Ouais, mais c'est quand même pas la même d'accord, mais importance. Le fait est qu'ils ont Moussiala qui revient de blessure, mais qui n'a pas le rythme. Que Lennart Karl, qui a fait un super début de saison, est blessé aussi pour la double confrontation. Donc, ils vont avoir un manque de rotation offensive également.
les latéraux du Bayern sont moins bons que les latéraux du Paris Saint-Germain, même si Leimer, Stanisic, ils font des bons trucs, mais c'est pas Mendes et Hakimi. Donc ouais, en fait, à chaque fois, je trouve un truc. Dès que je trouve un truc pour une équipe, je trouve le pendant de l'autre côté. Donc pour moi, il n'y a pas plus 50-50 que ça. Donc on verra, hein, voilà. Mais là encore, je suis d'accord avec Jonathan. En fan de foot, ça va être une affiche de fou. Ça va être dingue. Et affiche avant l'heure, on va en avoir 2. Donc tu as tout l'aspect tactique de la gestion des 4 mi-temps en plus qui rentrent. T'enlèves l'aspect émotionnel d'une finale. On sait, c'est un épiphénomène. C'est un truc où il faut gérer aussi le contexte, etc. Là, tu as un vrai pur match tactique en 2 rencontres face aux 2 meilleures équipes du monde. Ça va être dingue. Yes, et après Jonathan. Non, mais rapidement, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le Bayern a quand même été sacré officiellement champion ce week-end. Oui. Donc ils ont exactement le même calendrier que le PSG sur la semaine à venir, avec un match le mercredi et un match le samedi de championnat. Eux n'auront pas les mêmes enjeux, et on sait que Luis Enrique aussi, de son côté, il va jouer les matchs contre Nantes et Angers en préparant le match contre le Bayern. Mais le fait d'avoir scellé le titre ce week-end pour le Bayern, c'est un atout en plus en vue de la demi-finale de Ligue des Champions pour moi. Oh bah non, j'ai cru qu'il fallait laisser. Moi, je suis pas sûr. Enfin, ça change rien, bon. Mais regarde le Bayern de Guardiola, il gagnait à chaque fois au mois de février, et pourtant ils ont jamais fait une finale. Hein, donc. Le dernier petit aspect aussi, c'est le côté un peu revanche. Je pense que le match de phase de Ligue, perdu par le PSG avec la blessure d'Hakimi et tout. Oui. Je pense qu'il y a. Voilà, mais en même temps, participer en même temps, le Bayern a aussi un aspect revanche sur la Coupe du Monde des clubs et sur. Enfin, tu vois, il y a un truc. Le PSG n'a pas gagné face au Bayern, je crois, sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions face au Bayern en Ligue des Champions, je parle. Donc ouais, il y a des. Ça va être Après, dingue. c'était le PSG de Messi. Hein. Jonathan, pour terminer. Le PSG de Mbappé, tu veux dire non, pardon. C'est bizarre, il y a un blanc d'un mec qui est éliminé souvent en quart de finale. Voilà, ça, effectivement, et que son coach est obligé de redéfendre aujourd'hui devant la presse pour. Après, Arbeloa, il défend tout le monde. Oui, c'est bien. Arbeloa, vraiment, c'est pas un running gang. Arbeloa, chaque conférence de presse, en espagnol, c'est de ma faute. En espagnol, c'est gilet pare-balles en fait. C'est la même chose. J'ai l'impression que Benatia, il parlait d'Arbeloa dans son freestyle. C'est possible. Mais la vérité. C'est incroyable. Mais en fait, moi je sais que beaucoup de gens se disent c'est dommage que ça joue sur 2 matchs, mais je pense que c'est presque mieux pour le PSG. Le fait que ça joue sur 2 matchs plutôt qu'un, parce que tu as quand même aussi une gestion, je trouve, émotionnelle bien sûr d'une finale, mais aussi, et on l'a vu contre le Real Madrid pour le Bayern, quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui veut jouer. C'est une équipe qui a ça dans son ADN, surtout avec le jeu de Vincent Kompany, donc il y a des espaces. Et le Paris Saint-Germain, sur un match retour, a trouvé des espaces avec des fusées comme Nuno Mendes, Hakimi, Barcola, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé. C'est presque... Comment dire ? Peut-être que sur le papier, c'est une mauvaise chose, mais un retour à l'Alliance, c'est peut-être pas si mal pour ce Paris Saint-Germain qui va être obligé de jouer en transition très rapide et donc pouvoir créer des différences. Donc c'est presque un mal pour un bien ce calendrier pour le PSG. Quoi. Et puis il y a quand même quelque chose d'assez poétique. C'est de se dire que le PSG va aller chercher sa qualification en finale dans le stade où il a remporté la finale de l'an passé. C'est vrai. T'es content de ton ami ou pas Franchement... Je m'en serais passé. C'est trop loin du centre-ville. Ouais. C'est leur retour, stade. Tu vois, c'est comme Lyon. En fait, c'est la même chose. En fait, leur stade loin du centre, là, c'est des tues l'amour. Bref. Alors que le centre-ville de Munich, il vaut le coup. Hein. Bah oui, Marianneplatz, beaucoup de soleil sur le nez et tout. Hein. Mettez crème solaire, les amis. Mois de mai à Munich, attention, crème solaire. Je me suis fait avoir la saison dernière, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Allez, il est temps de siffler la fin de ce podcast. Choup, 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 ça siffle et après c'est parti. C'est pas grave. On va se dire au revoir. Bon, c'est pas grave. Paola nous a fait la petite surprise. Qu'est-ce qui se passe avec la machine ? Non, ça veut pas le petit sifflet ? Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est terminé pour ce podcast, pour cette émission 100% PSG à la tribune. Merci à Romain Bédouc, à Elias Peters et à Jonathan Bensadoun, plus Julien Froment qui est venu nous retrouver pour la suite et la fin de ce podcast avec cette information importante. Je vous le rappelle, Vitinha blessé, off pendant quelques jours. Un nouveau point sera fait par le Paris Saint-Germain. Et puis je vous le rappelle, si vous avez besoin de personnes pour des séminaires et pour faire du bien-être avec vous, n'hésitez pas. Jonathan Bensadoun et Romain Bédouc sont à votre disposition. On fera passer vos messages pour vos séminaires. Pour vos séminaires, vous êtes là. En
tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à Paola qui a réalisé ce podcast. Merci à toutes et à tous. Vous mettez vos commentaires, vous nous rappelez ce que vous pensez du maillot 85-86. Vous nous donnez un petit peu votre avis aussi sur ce que l'on vient de dire pendant toute cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.